Chers étudiants, chères étudiantes, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui porte sur le calcul de champ électrique créé par une couronne cylindrique. Alors on passe à l'énoncé, l'exercice. Alors soit une couronne cylindrique d'axe Z', de rayon intérieur R1 et extérieur R2, de longueur infinie, portant une densité de charge volumique, ρ, qui est positive et uniforme, repartie entre les surfaces des deux cylindres. Alors ici, vous avez la densité volumique ρ, elle est repartie entre les deux cylindres, ça veut dire qu'elle est située entre les rayons R1 et R2. Alors, première question, en utilisant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrique E de M en tout point de l'espace, ça veut dire, lorsque le point M il est situé à l'intérieur du cylindre, ça veut dire pour R est inférieur à R1, pour R compris entre R1 et R2, ça veut dire dans l'espace situé entre les deux cylindres, et à l'extérieur de la couronne, ça veut dire pour R supérieur à R2, c'est ici pour R supérieur à R2. Alors, deuxième question, le champ E de M, le champ électrique E de M, est-il continu à la traversée des deux surfaces de la couronne cylindrique? Ça veut dire que, est-ce que le champ E il est continu à la traversée de la première surface, ça c'est la première surface, alors, et ça c'est la deuxième surface. Donc, la première surface, elle délimite le volume chargé également, la deuxième surface, elle délimite le volume chargé. Alors ici, je vous présente la couronne. Alors ça, c'est le cylindre de rayon R1. Voilà le rayon R1. Et ça, c'est le cylindre de rayon R2. Voilà. Donc voilà, premier cylindre. Il est inséré dans le deuxième cylindre pour obtenir ce qu'on appelle une couronne. Donc voilà, ça c'est pour R supérieur à R2. Alors ça c'est pour R inférieur à R1. Et entre les deux cylindres, c'est lorsque R1, lorsque le point M il est situé dans l'espace compris entre les deux cylindres. Ça veut dire lorsque R il est compris entre R1 et R2. Donc pour la couronne, alors il est chargé en volume dans l'espace qui est situé entre les deux cylindres. Ça veut dire lorsque, ici, si le point M il est compris entre R1 et R2. Donc, l'espace qui est chargé, c'est entre R1 et R2. Alors, donc, le champ EM est-il continu à la traversée des deux surfaces de la couronne cylindrique? Ça veut dire, en passant de cette région-là à cette région-là, en traversant cette surface-là, est-ce que le champ il est continu? Ça veut dire, est-ce que le champ il est continu au point R1? De même, en traversant cette surface-là, en passant de cette région-là qui est définie par R supérieur à R2 à la région R inférieure à R2, ça veut dire, est-ce que le champ il est continu au point R2? Alors, deuxième question, on fait tendre R1 vers R2, ça veut dire on fait tendre R1 vers R2, R1 étant vers R2, ça veut dire ce volume-là, ça n'existe plus. La charge totale de la distribution de charge volumique est répartie sur la surface du cylindre de rayon R2. Ça veut dire que cette charge-là, volumique-là, ça n'existe plus, ça devient, il est reparti sur la surface externe de deuxième cylindre de rayon R2, avec une densité de charge sigma qui est positive et uniforme. Alors, petit a, exprimer sigma, ça veut dire la densité de charge surfacique, lorsque R1 tend vers R2, en fonction de la densité volumique ρ, R1 et R2, B, retrouver les expressions de EM créées par un cylindre infini. Alors, donc, on va commencer par la première question. En utilisant les théorèmes de Gauss, déterminer le champ électrique E de M en tout point de l'espace pour les trois cas. Alors, donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut? Donc, ici, c'est en utilisant le théorème de Gauss. Pour appliquer le théorème de Gauss, il faut, premièrement, déterminer la surface de Gauss. Et pour déterminer la surface de Gauss, il faut, premièrement, choisir les coordonnées les plus adaptées pour l'étude système.
Deuxièmement, et faire une étude d'invariance et de symétrie pour déterminer la direction du champ électrique et la dépendance du champ électrique vis-à-vis des variables choisies. Alors, une fois que l'étude de système ou bien l'étude de symétrie de variance a été réalisée, on peut déduire la surface de Gauss. Alors, commençons par... Alors, donc, je vais effacer ça. Alors, donc, première question, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Choix de coordonnées. Ou bien ici, donc, choix de coordonnées. Alors, on va commencer par le choix de coordonnées. Alors, le cylindre, donc, il présente une symétrie axiale. Okay? Donc, les coordonnées les plus adaptées pour l'étude système, c'est coordonnées cylindriques. Donc, on va choisir, donc, c'est R, θ, Z. Alors, deux vecteurs de base. Donc, l'espace associé, les vecteurs de base, deux vecteurs de base, deux vecteurs de base. ER, Eθ et EZ. Alors ici, donc on peut avoir, ça c'est le vecteur ER. Ça c'est déjà EZ, il est parallèle à l'axe OZ, c'est le vecteur E2Z. Et ça c'est le vecteur Eθ. Donc c'est un vecteur qui est entrant. Donc, ça c'est le vecteur ER, ça c'est le vecteur Eθ. Eθ, c'est le vecteur entrant dans le tableau, et ça c'est le vecteur EZ. Donc, ER, Eθ, EZ, ça constitue une base orthonormée directe. Alors, donc, on va passer à l'étude de l'invariance. Alors, comme le cylindre il est infini, donc la distribution de charge, il est invariante par translation le long d'axe OZ et par rotation de θ autour du même axe. Alors, vous pouvez voir d'autres vidéos que j'ai déjà réalisées où j'ai parlé sur l'étude de la symétrie et de l'invariance d'une manière détaillée. Donc, ce qu'on va écrire ici, c'est que, alors la distribution de charge, donc la distribution de charge est invariante par translation le long l'axe OZ et par rotation de θ autour du même axe, c'est-à-dire l'axe OZ, autour du même axe OZ. Alors, ceci implique que la distribution de charge volumique ρ de R, θ et Z ne dépend ni de θ ni de Z, il ne va dépendre que de la variable R, c'est égal à ρ de R. Alors, ce qui implique que, on va uniquement introduire ici, ce qui implique que, alors le champ E de M, qui est égal à E de R, θ, Z, alors ne va dépendre également que de la variable R. Alors on passe à l'étude 2. Donc ça c'est l'étude de l'invariance. Alors pour l'étude de symétrie, alors donc on commence par, donc ici la distribution de charge elle est positive, donc on ne peut pas obtenir un plan d'antisymétrie, donc il faut chercher au moins deux plans de symétrie qui passent par le point M. Alors pour chercher ces deux plans-là, il faut premièrement éliminer le plan qui ne passe pas par le point M. Alors comme vous voyez ici, donc le point M il est porté par ER, donc le plan qui ne passe pas par M, c'est le plan Eθ et E2Z. C'est le plan vertical Eθ et E2Z. C'est ce plan-là qui ne passe pas par le point M. Voilà, ça c'est le plan-là. Ça c'est EZ et ça c'est Eθ.
Donc les deux autres plans qui restent, c'est le plan ER, c'est le plan ER, E de Z, ce plan-là, vous voyez, c'est ER, E de Z, et le plan ER, E θ, le plan horizontal, ER, E θ. Donc ces deux plans qui restent sont les plans de symétrie. Donc on peut écrire que, alors P1 qui est égal à M ER, E θ, et P2 qui est égal à M ER, EZ, sont deux plans de symétrie de la distribution de courant. Symétrie de la distribution de charge. Alors, donc, s'il existe un plan d'antisymétrie qui passe par le point M, alors je vais ajouter contenant le point M, contenant le point M. Alors, donc, s'il existe un plan de symétrie qui passe par le point M, alors par définition, le champ, il appartient à ce plan. Donc ici, P1 et P2 sont deux plans de symétrie de la distribution de charge qui passent par le point M. Donc le champ, il appartient à ces deux plans, donc il appartient à l'intersection de ces deux plans. Et l'intersection de ces deux plans, ça veut dire que le champ, il est porté par le vecteur ER. Donc implique que E, il appartient à P1, et E, il appartient à P2, ça implique que E, il appartient à P1 inter P2. Alors, c'est-à-dire que EM, alors d'après l'étude de l'invariance, c'est ER, donc il est porté par l'intersection dessus des plans, c'est le vecteur E de R. Donc, à partir alors de cette relation-là, on peut déduire la surface de Gauss. Alors, comme vous voyez ici, le champ il est radial, il est porté par le vecteur E de R. Alors, par conséquent, donc on peut choisir comme surface de Gauss un cylindre d'axe ZZ', alors de rayon OM égale à petit r, de surface de base S1 et S2, et surface latérale SL. Alors ici, donc, on peut choisir comme surface de Gauss. Alors, je vais prendre le cas, par exemple, ici. Lorsque le point M il est à l'extérieur, voilà. Donc, lorsque le point M il est à l'extérieur, par exemple ici, alors la surface de Gauss, donc ça va être, le champ, il est porté par M, donc la surface de Gauss, ça va être un cylindre voilà. Et voilà, ça va être un cylindre, ça c'est le point M. Donc ça c'est le vecteur. Le champ, il est porté par le vecteur ER, ça c'est E. Alors ça c'est DS, la surface latérale. Donc la surface de Gauss, c'est un cylindre qui est constitué par, ça c'est la surface S2, ça c'est S1, et ça c'est la surface latérale SL. Alors ici, le vecteur DS2, il est dirigé vers DS2, donc il est perpendiculaire au champ électrique qui est porté par ER. Alors ici également, DS1, donc il est perpendiculaire au champ électrique. Et voilà, donc, ça implique que la surface, donc le champ il est porté par ER, donc implique que surface de Gauss, surface
de Gauss sigma, alors est un cylindre d'axe ZZ' de rayon OM qui est égal à R. Alors, la surface de Gauss, elle passe toujours par le poids M de rayon OM égale à R. Alors, de hauteur H, d'abord, ça c'est la hauteur H. De hauteur H. Alors, deux surfaces de base. Vous avez deux surfaces de base. Donc, deux surfaces de base. S1 et S2. Et de surface latérale. Surface latérale. SL. Alors, vous avez sigma. La surface de Gauss est égale à S1 plus S2 plus SL. Et bien sûr, alors dans cette surface de Gauss, le champ E de R, vous avez ER, il est constant. Donc ER est constant. Alors, et voilà, donc une fois qu'on a déterminé la surface de Gauss, on peut appliquer le théorème de Gauss. Alors, donc, théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit que, donc, théorème de Gauss, alors, théorème de Gauss, l'intégrale double de E scalaire d de S à travers la surface sigma, ça veut dire la surface de Gauss, est égale à la sommation QI sur epsilon 0. Alors ici, donc, sigma, c'est S1 plus S2 plus S, une surface qui est fermée. E, c'est le champ électrique à déterminer dans les trois régions. R inférieur à R1, petit r compris entre R1 et R2, et petit r à l'extérieur de la couronne, ça veut dire supérieur à R2. Alors ici, donc, quelle que soit la position de poids M, que ce soit à l'intérieur du premier cylindre, ou bien entre les deux cylindres, ou bien à l'extérieur de la couronne, alors toujours, cette expression, c'est le même. Pourquoi? Parce que toujours, OM, c'est petit r. Okay? Donc ça, c'est le rayon de cylindre, la surface de Gauss. Alors, donc, on va commencer par l'intégrale de E scalaire d de S. Donc, l'intégrale de E scalaire d de S à travers la surface de Gauss sigma. Donc, on va décomposer sigma, cette surface, c'est l'intégrale de E scalaire ds à travers S1. Alors ici, la surface elle est fermée, par contre ici non, S1 n'est pas fermé, mais c'est la somme qui est fermée, plus l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface S2, plus l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface SL. Alors sur S1, on a le champ, c'est toujours, il est porté par le vecteur ES. ds1, il est normal, donc à la surface de base du cylindre. Donc ça c'est le cylindre. Voilà, ça c'est le cylindre. Donc ça c'est la surface de Gauss, ça c'est S2, ça c'est S1. Alors ça c'est la surface S2, elle est horizontale. Donc le vecteur ds2, il est perpendiculaire à S2. Et E, le champ E, il est porté par ER, il est radial. Donc ds2, il est perpendiculaire à E. De même ici, le vecteur ds1, il est normal à la surface de base S1 et toujours le champ électrique, il est porté par le vecteur ER. Donc il est orthogonal à ds1. Donc ça veut dire que donc sur S1 et S2, alors l'intégrale, on a E, il est perpendiculaire à ds1 et E est perpendiculaire à ds2. Alors ce qui implique que l'intégrale donc de E
scalaire ds à travers la surface S1 égale l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface S2 égale à 0. Et par conséquent, donc ça c'est 0. Ça c'est 0. Donc l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss se réduit à cette intégrale. Je peux effacer ici. Alors donc l'intégrale de E scalaire ds travers la surface sigma égale l'intégrale alors de E scalaire ds à travers la surface de cylindre. Or E c'est l'intégrale de ER, ds c'est ds fois ER. Alors sur la surface, donc également ds il est porté par le vecteur E de R. Donc ER scalaire ER c'est 1, donc ER il est constant sur la surface de Gauss. Donc égal à ER, l'intégrale de ds, SL, donc est égal à ER fois S. SL, donc ça c'est la surface du cylindre. Donc il est égal, donc l'intégrale de E scalaire S, alors on sait que le cylindre, il a une hauteur h et le rayon OM égale à petit r. Donc ici OM, c'est petit r. Donc la surface d'un cylindre, c'est quoi? C'est le périmètre de la base du rayon petit r ici, ça c'est petit r, la base c'est le rayon petit r, et de hauteur h, donc c'est 2πr fois h. Donc il fois 2πr fois la hauteur h. Et voilà. Donc pour le calcul de l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface alors de cylindre, la surface de Gauss, elle est le même pour les trois positions de point M. Par contre, la sommation de QI, ça veut dire les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss, ça diffère d'une région à une autre. Donc on va distinguer trois cas. Donc, alors pour le calcul de la sommation de QI, alors on distingue trois cas. On distingue trois cas. Alors, premier cas, c'est le cas R inférieur à R1. Ça veut dire ici, ça c'est R1, donc le point M peut être ici. Alors, R1 compris, R il est compris entre R1 et R2, et R supérieur à R2. Donc, ça veut dire que le point M sera ici pour R inférieur à R2. M, il est compris entre R1 et R2. Et M, comme ce cas-là, il est supérieur à R2. Alors, on va commencer par premier cas. R inférieur à R1. Alors, si R est inférieur à R1, ça veut dire que alors le point M il sera ici. Donc, je vais désigner, le point M sera ici, par exemple. Le point M sera ici. Et la surface de Gauss, alors sera, je vais mettre, désolé, je vais la mettre par la couleur verte. Alors, donc, voilà, ça c'est pour R inférieur à R1. Donc, ça va être, voilà. Et voilà. Donc ça, correspond à R inférieur à R1. Alors pour R est inférieur à R1, les charges, est-ce qu'il existe des charges ici? Donc la sommation de QI, ça désigne les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors la surface de Gauss, donc ça c'est le cylindre qui est désigné par la couleur verte.
Alors, est-ce qu'il contient des charges? Son intérieur, non. Donc, la sommation de QI, je répète, ce sont les charges localisées à l'intérieur de la surface de Gauss. Or, ici, les charges, ils sont reparties, ils sont localisées entre R1 et R2. Donc, ça veut dire ici, il n'y a pas de charge. Donc, la sommation de QI est égale à 0. Donc, ce qui implique que, alors ici, pas de charge à l'intérieur, pas de charge à l'intérieur de la surface de Gauss. De la surface de Gauss. Alors, implique que la sommation QI, pour QI égale à 0, donc en appliquant le théorème de Gauss, donc théorème de Gauss, l'intégrale de E scalaire ds, l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. Je remplace l'intégrale de E scalaire ds, c'est ER, donc ça va donner ER fois 2pi R fois H égale à 0. Et par conséquent, on obtient ER égale à 0. Donc, ER égale à 0 pour R inférieur à R1. On va passer au deuxième cas. Deuxième cas, c'est lorsque R elle est comprise entre R1 et R2. Alors, ça veut dire que le poids M sera ici. Le poids M sera ici. Donc, la surface de Gauss sera, voilà, donc voilà, donc c'est la surface qui est désignée par la couleur noire, voilà, donc ça c'est le point M, il est ici. M, il est ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on cherche? Alors, on cherche les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, ici, comme vous voyez, alors ici, pour inférieur à R1, il n'y a pas de charge. Donc, les charges, de manière générale, ils sont situées entre R1 et R2. Mais ici, la sommation de QI, ça désigne les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, la surface de Gauss, donc, c'est celle-là qui est désignée par la couleur noire. Donc, les charges qui se trouvent sont ces charges-là. Voilà. Donc, voilà sont ces charges-là. Les charges qui se trouvent entre petit r, entre R1 et petit r. Donc, ça, c'est ici, pardon, ici, je dois, c'est pas ici, ça, c'est le point, il doit être compris entre R1 et R2, pardon. Et voilà, donc, ça, c'est... Donc, la sommation de QI sont les charges localisées dans une couronne de rayon interne R1. Donc, ça, c'est le rayon interne, ça, c'est R1. Et de rayon externe, petit r. Okay? Donc, les charges, je répète, les charges, ils sont localisées dans une couronne de rayon interne R1 et de rayon externe petit r. Donc, ça, c'est une couronne de rayon interne R1 et de rayon externe R1 et de hauteur H. Okay? Donc, ce qu'on va écrire que la sommation, je vais écrire ici, alors donc, la sommation QI sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss, ça veut dire sont les charges localisées, qui sont les charges localisées dans la couronne
dans la couronne de rayon interne R1 et de rayon externe petit r et localisé dans la couronne de rayon interne R1 et de rayon externe R et de hauteur H. Bien sûr, ce n'est pas la couronne infinie, mais de hauteur H. Car la surface de Gauss, c'est un cylindre de hauteur H. Alors, donc, ceci implique qu'on va déterminer la sommation sur I. Les charges sont vilimiques, donc on va remplacer la sommation que I par l'intégrale de ρ dV. Rho, c'est uniforme, donc on peut le faire sortir. C'est ρ, c'est à travers V de la couronne. C'est égal à ρ fois l'intégrale. Alors, dV, c'est quoi dV? On va passer aux coordonnées cylindriques. dV, c'est dr fois r dθ fois dz. Alors ici, R, donc le rayon R, il est compris entre R1 et R. dθ, θ entre 0 et 2π et Z, soit moins H sur 2H sur 2, ou bien entre 0 et H. Alors donc ici, donc, la sommation de QI. Donc ici, le volume, c'est quoi? C'est le volume, alors de la couronne, qui est compris entre R1 et R2 et de hauteur H. Donc la sommation de QI est égale à ρ, l'intégrale de R dr, donc R ça varie entre R1 et petit r, l'intégrale dθ entre 0 et 2π, et l'intégrale dz entre 0h, ou bien vous mettez moins h, 2 sur 2, ça donne toujours h. Donc il est égal à ρ sur 2 r carré entre R1 et petit r fois 2π fois h. Donc, la sommation sur I, QI égale. Alors ici, donc, ça donne 2 sur 2 simplifié est égal à ρ fois pi petit r carré moins R1 au carré fois la hauteur H. Et voilà. Donc, ça sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss pour R inférieur pour R compris entre R1 et R2. Alors, théorème de Gauss, donc l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. Alors, l'intégrale de E scalaire ds, c'est ER fois 2π R fois H égale la sommation de QI sur epsilon 0. Donc, il est égal à ρ pi R carré moins R1 au carré fois la hauteur H sur epsilon 0. Alors, on simplifie ici par pH, donc ce qui implique que ER égale, égal à ρ, petit r carré, moins R1 au carré, sur 2 epsilon 0 fois petit r. Et voilà. Donc ça, c'est l'expression de champ lorsque R est compris entre R1 et R2. Alors, on va passer au troisième cas lorsque R il est supérieur à R2. Alors, troisième cas.
R supérieur à R2. Alors, lorsque R supérieur à R2, c'est quoi là? C'est qui est désigné par la couleur rouge. Alors, la sommation de QI, ça désigne les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc ici, lorsque R supérieur à R2, les charges, ils se repartissent entre R1 et R2, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'entre R2 et petit r, il n'y a rien. Pour R inférieur à R1, il n'y a rien. Donc, lorsque R est supérieur à R2, ça veut dire pour ce cas-là, donc les charges sont localisées dans une couronne de rayon interne grand R1, de rayon externe grand R2, mais de hauteur H. Alors donc ici, pour R supérieur à R2, la sommation de Q ou bien les charges, alors sont les charges localisées dans une couronne de rayon interne, de rayon interne R1, et externe R2. Et bien sûr, cette couronne a une hauteur H et de hauteur H. Alors donc, on peut chercher donc la sommation de QI égale l'intégrale de ρ d de V. Alors la distribution elle est uniforme. Alors V c'est le volume de la couronne de rayon interne R1 et R2 et de hauteur H, donc est égal à ρ. L'intégrale de dVc, donc ici ça va donner R dr, l'intégrale dθ et l'intégrale de dz. Alors R dr c'est entre R1 et R2, grand R2, θ c'est entre 0 et 2π, et z entre 0 et h. Alors on obtient donc la sommation sur I, que I égale 0, l'intégrale R dr c'est ρ sur 2, ça va donner c'est entre R2 au carré moins R1 au carré. Ici l'intégrale R dr c'est R carré sur 2, R carré entre R1 et R2, ça donne R2 au carré moins R1 au carré fois 2π fois h. Donc on simplifie ici, ça veut dire que sommation de QI est égale, simplifié par 2 est égal à ρ fois π fois R2 au carré moins R1 au carré et fois h. Alors pour déterminer le champ électrique, on applique le théorème de Gauss, donc l'intégrale de E scalaire ds, l'intégrale de E scalaire ds travers la surface de Gauss égale sommation QI sur epsilon 0. Alors ce qui donne l'intégrale de E scalaire ds déjà calculée ici, ER fois 2π R fois H. La sommation de QI c'est ρ fois π R2 au carré moins R1 au carré fois H sur epsilon 0. Donc on tire que ER égale à ρ. On va simplifier par pH, ρ R2 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois R, petit r. Et voilà. Donc ça c'est l'expression de champ électrique. Alors on va passer donc à deuxième question, bien petit b. Premièrement, on va résumer. On va écrire les expressions de champ qu'on va utiliser après. Alors donc, pour résumer, donc le champ E de R. Alors ER égale
à 0. Alors pour R inférieur à grand R1 égale à ρ fois R carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois R lorsque R il est compris entre R1 et R2 et il est égal à ρ alors ici c'est égal donc à ρ fois R2 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois petit r. Ça c'est pour R supérieur à R2. Donc ça c'est la réponse de petit a. Alors petit b, est-ce que le champ électrique il est continu à la traversée de la surface, de la première surface R1 délimitant le volume V et à la traversée de la surface R2 délimitant la surface, deuxième surface de la couronne délimitant également le volume chargé V. Alors donc pour montrer ce que le champ il est continu, on va commencer par la première surface. Alors j'explique. Alors donc ça c'est premier cylindre de rayon R1. Donc ça c'est la surface qui sépare ou bien qui délimite le volume chargé qui est compris entre les deux cylindres. Alors voilà, ça c'est le cylindre de rayon R2, ça c'est le cylindre de rayon R1. Donc je vais insérer le premier cylindre. Voilà. Donc cette surface-là, c'est la première surface. Okay? Alors qui délimite le volume V. Le volume V, c'est le volume de l'espace qui est compris entre les deux cylindres. Donc on va chercher. Alors la question c'est est-ce que le champ il est continu à la traversée de cette surface? Ça veut dire lorsque je passe de cette région-là à la région R inférieure à R1, est-ce que le champ il est continu? Donc ça, ce qu'on appelle, c'est à la traversée de la surface délimitant le volume chargé. C'est entre R1 et R2 que le volume chargé. La deuxième surface, c'est pour R égale à R1. Et cette surface-là, donc, c'est à la traversée de la deuxième surface, c'est la surface qui est la surface pour R égale à R2. Donc, c'est la surface qui délimite le volume chargé. Donc, on va passer de cette région-là, R supérieur à R2, à la région R inférieure à R2. Ça veut dire on va traiter la continuité au point R égale à R2. Alors, on va commencer par la première surface. Alors, donc, petit b. Alors, continuité. Donc, il faut montrer que, que le champ E de R1- égale à E de R1+. Alors, est-ce que cette condition elle est satisfaite? Donc, c'est E de R1- égale à E de R1+. Ça veut dire, est-ce que le champ, si le champ électrique pour R est inférieur à R1, mais petit r s'approche de R1, égale à le champ électrique pour R supérieur à R1, ça veut dire pour ce cas-là, mais R qui s'approche de R1. Alors, on va voir est-ce que cette relation elle est satisfaite. Alors, E de R1-, ça correspond à R est inférieur. Donc, pour R inférieur à R1, E de R égale à 0. Alors, ceci implique que E de R- également égale à 0. R-, ça veut dire pour R inférieur à R1, R1-. Alors, on va passer deuxième cas. Lorsque R il est compris entre R1 et R2, le champ est égal à cette expression. Donc, E, donc pour R1 compris entre R et R2, alors E de R1+, alors on est dans cette région-là, R elle est supérieure à R1, E de R1+ égale, donc à la limite de E de R avec R qui tend vers R1+. Alors, il est égal, on va remplacer ici. Si on remplace R par R1,
Ça donne c'est ρ fois R1 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois R1 qui est égal à 0. Et voilà. Donc on a E de R1 moins égale à E de R1 plus. Donc le champ il est continu à la traversée de la première surface de la couronne. On va passer à la continuité de la deuxième surface, la surface qui est définie par R égale à R2 et qui délimite le volume chargé. Alors, est-ce que le champ il est continu à la traversée de cette surface définie par R égale à R2? Ça veut dire, est-ce que E de R2 moins égale à E de R2 plus? Alors, le champ électrique pour R est inférieur à R2. Donc, il est défini par cette expression-là, E de R égale à cette expression. Donc, on va remplacer petit r par R2. Alors, ce qui donne donc E de R de moins égale à les limites de E de R lorsque R tend vers R2. Donc, on va remplacer petit r par R2. Ça donne ρ R2 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois R2. Donc, ça, c'est pour le cas R inférieur à R2. Ça veut dire lorsque R tend vers R2-. Alors, on va passer au calcul du champ lorsque R tend vers R2+. Alors, lorsque R tend vers R2+, ça correspond donc à ce cas-là, c'est-à-dire pour R supérieur à R2. Dans ce cas-là, le champ est égal à cette expression. Donc, on va remplacer ici petit r par R2. Donc, E de R égale à la limite de cette expression lorsque R tend vers R2, ce qui donne donc E de R2 plus égale la limite de E de R lorsque R tend vers R2. On va remplacer donc petit r par R2, ça donne ρ R2 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois R2. On va comparer cette expression avec cette expression. Alors on remarque que les deux expressions ils sont égales. Donc E de R de moins égale à E de R de plus. Ça veut dire que le champ électrique il est continu à la traversée de cette surface-là qui délimite, ça veut dire qu'on entoure ce volume chargé-là. Donc, pour les deux cas, on a E de R1 moins égale à E de R1 plus. E de R2 moins égale à E de R2 plus. Ça veut dire que le champ électrique, il est continu à la traversée de deux surfaces. La surface définie par R égale à R1 et la surface définie par R égale à R2. C'est deux surfaces qui délimitent le volume chargé. Alors, on passera à la deuxième question. Alors, deuxième question, on fait tendre R1 vers R2. La charge totale de la distribution de charge volumique est répartie sur la surface du cylindre de rayon R2 avec une densité de charge sigma positif et uniforme. Première question, exprimer sigma en fonction de ρ, R1 et R2. Ça veut dire exprimer la densité de charge surface X sigma en fonction de la densité de charge volumique et de deux rayons internes R1 et externes R2. Alors donc, on fait tendre R1 vers R2. La charge totale de la distribution de charge volumique est répartie sur la surface du cylindre de rayon R2 avec une densité de charge sigma positive. Alors, c'est-à-dire, donc ça c'est notre couronne. Voilà. Alors ça, c'est notre couronne infinie de longueur grand H, par exemple. Donc ça, c'est premier et deuxième cylindre. Voilà. Donc ça, c'est l'axe. Donc ça, c'est l'axe Z. Ça, c'est Z'. Donc ça, c'est la densité de charge volumique. Alors, ça, c'est ici. Donc, la densité de charge, elle est comprise entre R1 et R2. C'est ici. Et voilà. Donc, ça, c'est R1. Et ça, c'est R2.
Et c'est un point O par exemple. Alors donc on va passer de cette distribution, ça c'est la distribution ρ qui est positive ici, entre R1 et R2. Donc on va passer la distribution volumique, lorsque R1 tend vers R2, on va passer de ρ à sigma, distribution sigma. Alors R1 tend vers R2, ça veut dire qu'on va obtenir un cylindre de rayon alors c'est à peu près comme ça, donc de même hauteur H. Voilà, donc ça c'est un petit peu vers le rose, c'est pas grave, donc c'est le même cylindre, même rayon R2. Donc ça c'est Z, ça c'est Z', etc. Donc ça c'est le rayon R2. Et voilà, et ça c'est la distribution de charge, elle est surfacique. Voilà. Donc ça c'est sigma qui est positif, de même ici. Donc le cylindre, il passe à une densité de charge, c'est-à-dire la couronne, à partir de la couronne, on va retrouver un cylindre de densité de charge sigma positif lorsque R1 tend vers R2. Alors donc la première question c'est exprimer sigma en fonction de ρ, R1 et R2. Alors pour exprimer sigma en fonction de R1 et R2, on va déterminer la charge ici. Alors Q en fonction de la densité ρ, R1 et R2. On va également déterminer la charge ici en fonction de sigma et R2 et on va appliquer la conservation de charge. Alors premièrement on va déterminer la charge pour ce cas-là. Alors on va l'appeler QV, ça c'est la charge pour la distribution volumique ρ, on va l'appeler QV. Alors QV c'est l'intégrale triple de ρ d de V. Alors ρ il est uniforme, donc ça il est uniforme, donc on peut le faire sortir de l'intégrale, c'est l'intégrale de dV. Alors dV en coordonnées cylindriques c'est, alors ça va donner C, donc c'est R dr dθ et dz. Alors qu'on peut écrire c'est l'intégrale, c'est ρ, l'intégrale de R dr, l'intégrale dθ fois l'intégrale d de z. Alors ici R ça varie entre R1 et R2, donc c'est entre R1 et R2, θ c'est entre 0 et 2π, et Z ça varie entre 0 et grand H, par exemple ça c'est la longueur de la couronne et de cylindre, donc ça c'est H, également ça c'est H, c'est même hauteur, même, etc. Donc ça c'est H. Et voilà, donc ça donne QV. Alors il est égal, donc ça donne R carré sur 2, entre R1 et R2, ça donne 0 sur 2, donc fois R2 au carré, moins R1 au carré, fois 2π, fois H. Alors qui est égal, donc ici on simplifie par 2, donc ça donne ρ pi R2 au carré moins R1 au carré fois H. Alors je vais effacer ici, je vais l'écrire quelque part. Alors je vais l'écrire ici, donc alors donc ça donne QV, c'est H, donc implique que QV, alors il est égal, donc c'est ρ pi fois H, R2 au carré, moins R1 au carré. Et voilà. On va passer au deuxième cas, on va l'appeler QS. Alors QS, c'est la charge pour le deuxième cas, ça veut dire pour le cylindre de rayon R2 et de rayon H. Donc la charge, elle est surfacique, donc QS, c'est l'intégrale double de sigma ds. Alors est égal, donc sigma, il est uniforme, on peut le faire sortir de l'intégrale.
fois D de S. Alors, si sigma fois S, alors la surface d'un cylindre, c'est 2pi R fois H. Ici, le rayon, c'est R2. Et la hauteur H, donc, égale à sigma fois 2pi R2 fois H. Alors, donc, conservation de la charge implique, donc, conservation de la charge, ça veut dire que la charge de la couronne ici est égale à la charge du cylindre de rayon R2 et de hauteur H. Conservation de la charge, alors implique que QV égale à QS, ce qui implique que, alors ρ P fois H, R2 au carré, moins R1 au carré, ρ P carré égale à sigma fois 2pi R2 fois H. Alors, ce qui implique, alors on simplifie, c'est par pH, ce qui implique que ρ fois R2 au carré moins R1 au carré égale à sigma fois R2 fois 2. Donc, il y a ici 2 sigma fois R2. Alors, donc ici, c'est... Oui, donc, alors ce que ça donne implique que... Alors, sigma égale à ρ R2 au carré moins R1 au carré sur 2 fois R2. Et voilà. Ou encore, on peut tirer au ρ égale. Alors, ρ égale à combien? C'est 2 R2 fois sigma sur R2 au carré moins R1 au carré. Et voilà. Alors, donc, on va déterminer, donc ça, c'est la réponse à petit a. Alors, on va passer à petit b. Petit b, c'est retrouver l'expression de champ électrique d'un cylindre infini de rayon R2. Alors, donc, je vais effacer ici. Voilà. Alors donc, calcul de champ E de M. Alors, créé par le cylindre de rayon R2 et de hauteur H. Alors donc, on va déduire bien sûr les expressions, on ne va pas les calculer. Alors donc, on va passer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? E de R, le champ ER, alors égal à 0 pour R inférieur à R1 qui est égal à R2. Et voilà, donc le champ il est nul. Pour R supérieur à R2, alors si ce cas-là, donc, pour R supérieur à R2, donc ici, qu'est-ce qu'on a? E de R égale, donc pour R supérieur à R2, alors ER égale à ρ fois R2 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois R. Alors donc ici, donc, on va remplacer ρ par son expression, ρ égale, donc c'est implique que ER égale, alors ρ c'est 2R2 fois sigma, c'est 2R2
fois sigma sur R2 au carré moins R1 au carré multiplié par R2 au carré moins R1 au carré sur 2 epsilon 0 fois petit r. Donc à partir de cette expression-là, on va la remplacer rho et ça va donner donc ER égale. On va simplifier par 2R2 au carré moins R1 au carré, donc ce qui reste égal donc à sigma fois R2 sur epsilon 0 fois petit r, qu'on peut écrire donc est égal à sigma fois R sur epsilon 0 fois R avec R2 qui est égal à R. Donc finalement, on a ER égale à 0 si R est inférieur à R2 qui est égal à R1 qui est égal à R est égal à sigma fois grand R sur epsilon 0 fois R lorsque R il est supérieur à R2 qui est égal à R. Et voilà, donc ça c'est l'expression de champ électrique créé par un cylindre infini et chargé avec une densité surfacique sigma uniforme et positive. Donc on a bien répondu à la question. Et merci pour votre attention.